L'animation dans Blender, c'est vraiment simple. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quasiment tout sur Blender peut être animé. C'est-à-dire qu'on peut animer nos objets en les déplaçant ou en leur faisant faire des rotations. Mais on peut aussi animer leur texture pour qu'ils changent de couleur ou encore animer l'intensité de la lumière. Bref, on peut animer plein de choses sur Blender en suivant un principe simple. En bas de ta fenêtre 3D Viewport, tu as une fenêtre qui s'appelle Timeline. Par défaut, ta timeline est de 250 frames, c'est-à-dire que tu as une animation de 250 images. Je peux jouer cette animation en appuyant sur Play ou en appuyant sur la barre d'espace. Lorsque l'animation est jouée, je vois mon curseur bleu qui se déplace à une certaine vitesse pour atteindre la frame 250. Une fois qu'il l'a atteinte, il repart au début à la frame 1. Le commencement et la fin de mon animation sont définis ici. Je peux changer le début et la fin, ce qui aura pour conséquence de changer la durée globale de mon animation. Ici, tu as une valeur qui correspond à la frame sur laquelle se situe le curseur. Je peux changer cette valeur numérique manuellement ou en déplaçant le curseur. 250 frames, ça correspond à 250 images. C'est-à-dire que pour créer cette animation, Blender va devoir exporter 250 images. Imaginons que j'ai mon curseur à la frame 20 et que mon objet soit positionné de la sorte. Si je lance le rendu d'image, je vais donc avoir mon objet qui est rendu comme je le vois. Maintenant, imaginons qu'à la frame 80, mon objet soit positionné de cette manière. J'ai donc une animation entre la frame 20 et la frame 80. Mais du coup, ça a pour conséquence qu'à la frame 70, mon objet est positionné de cette manière. Et donc maintenant, si je lance le rendu d'image en ayant mon curseur à la frame 70, je vais avoir ma Suzanne positionnée de cette manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'export de toutes les images comprises entre la frame 20 et la frame 80 qui vont créer l'animation. Donc, lorsque tu fais une animation et que tu lances un rendu d'image, la position de ton curseur est importante. Ok, maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que tu as la possibilité de définir le nombre d'images par seconde. Ici, dans les propriétés de sortie, tu as un paramètre frame rate. Par défaut, il est sur 24 fps, c'est-à-dire 24 frames par seconde. Donc, avec une animation de 240 frames à 24 frames par seconde, on a une animation de 10 secondes. 24 fps, c'est un standard en animation. Mais tu peux modifier cette valeur en cliquant dans le menu déroulant, en choisissant soit un preset déjà établi, soit en customisant ta propre valeur. Ok, donc comment crée-t-on les animations? Imaginons que je veuille déplacer ma Suzanne sur l'axe Y. Si j'ouvre la fenêtre N, je vois les informations de déplacement de mon objet le long de l'axe Y. Et bien c'est justement cette valeur que je vais animer. Imaginons que je prenne mon curseur et que je le positionne à la frame 20, et que je décide que mon déplacement commence à cette frame. Au niveau de la localisation, je survole avec mon curseur et j'appuie sur I. Et donc là, mes valeurs sont apparues en jaune. Et si je regarde à ma frame 20, j'ai un petit losange jaune qui est apparu. Alors si je désélectionne mon objet ou que j'en sélectionne un autre, je ne verrai plus le losange. Si tu veux le voir, il faut sélectionner l'objet sur lequel tu crées l'animation. Donc ce petit losange, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une image clé pour indiquer qu'à la frame 20, notre objet se trouve à cet endroit. Maintenant, si je vais à la frame 80 et que je déplace ma Suzanne sur Y, j'ai une nouvelle valeur sur Y, ce qui est logique, et elle est apparue en orange. Si j'appuie sur I en survolant, je crée à nouveau une image clé, et donc un losange à la frame où se situe mon curseur. Et donc, si je lance l'animation, mon objet se déplace de la frame 20 à la frame 80. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on a juste dit à Blender que notre objet se trouve à cet endroit à la frame 20 et qu'il se trouve ensuite à cet endroit à la frame 80. Et Blender a créé automatiquement toutes les images entre pour créer le déplacement. Et cette méthode fonctionne pour tout ce que tu veux animer. Imaginons je veuille créer une rotation, j'appuie sur I au niveau de mes rotations, je me place à une autre frame, 90 par exemple, je modifie les valeurs de rotation et j'appuie sur I à nouveau. Et ce principe-là, c'est le même principe pour tout lorsque tu veux animer. Imaginons que j'ai ma Suzanne avec un matériau de cette couleur, et imaginons que j'ai envie d'animer sa couleur. Disons que je veux qu'elle ait cette couleur à la frame 20, donc je positionne mon curseur, je viens survoler ma couleur et j'appuie sur I. Le fait de faire ça alors que j'avais déjà une image clé à cet endroit combine les nouvelles informations avec les anciennes. J'ai donc pas deux images clés, mais une seule. Alors, en vérité, à gauche, j'ai une petite flèche. Si je viens l'étirer en cliquant dessus, je peux avoir le détail de mes images clés, et dans ce cas, je vais en avoir plusieurs, que je pourrais ajuster comme je le veux. Mais bon, on va se concentrer sur une image clé.
Donc, je positionne mon curseur à l'endroit où je veux que ma nouvelle couleur apparaisse. Je change la couleur sur mon base color et j'appuie sur I. Il faut bien penser à appuyer sur I parce que si, imaginons, je ne le fais pas, la modification ne va pas être prise en compte. Et donc là, j'ai un changement de couleur qui s'opère progressivement entre les deux. Et ça, je pourrais le faire pour plein de trucs. Par exemple, ma valeur métallique. Donc voilà, t'as compris le principe. C'est toujours la même chose, tu te positionnes à une frame précise et tu appuies sur I en survolant le paramètre que tu veux animer. Alors, il y a quelques petites subtilités à connaître. Si je désélectionne mon objet, je ne vois plus mes images clés. Mais ça marche aussi pour mon Principal BSDF. Par exemple, si je sélectionne ma Suzanne, je vois les images clés de déplacement et de rotation. Par contre, je ne vois pas les images clés que j'ai créées via mon Principal BSDF. Pour pouvoir les voir, il faut que lui aussi soit sélectionné. C'est tout bête, mais quand tu le sais pas, tu peux galérer longtemps pour comprendre ce qui ne va pas. Tes images clés, tu peux les déplacer comme tu veux, en restant appuyé dessus et en les faisant glisser, ou alors en appuyant sur G. Tu peux les supprimer en cliquant sur X et en faisant Delete Keyframe. Quand j'anime un objet sur Blender, j'ai l'impression que l'animation accélère progressivement au démarrage et décélère progressivement à l'arrivée. Et c'est le cas pour toutes les animations que tu fais. Ici, tu peux changer ta fenêtre de timeline. Dans le choix de nos fenêtres, tu as une rubrique animation dans laquelle il y a plusieurs fenêtres, dont la timeline. Alors, il faut dézoomer. Pour le faire, si tu as une souris, il te suffit de scroller avec la molette et ensuite, en restant appuyé sur CTRL et la molette de ta souris, de venir ajuster pour avoir quelque chose de plus lisible. Et tu peux aussi rester appuyé sur la molette pour te déplacer. Si tu utilises un trackpad, tu peux faire la même chose avec deux doigts et la touche CTRL. Ok, donc qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a une fenêtre N dans laquelle on peut faire quelques modifications. Mais je ne vais pas en parler dans cette vidéo, donc je vais la fermer en cliquant sur N. Ici, on a plusieurs choses. On a une courbe bleue. Cette courbe représente ma courbe animée. Elle représente l'axe Z. Et d'ailleurs, elle a la couleur bleue comme l'axe Z. En bas, on a une autre ligne bleue. Alors, je vais masquer l'animation de ma Suzanne pour qu'on la voit mieux. Donc, cette ligne bleue, on ne peut pas la sélectionner. Elle est fixe et nous permet d'avoir un repère pour indiquer la valeur de 0. Parfois, c'est un peu gênant d'avoir cette ligne, donc ce que j'aime bien faire, c'est la masquer. Pour ça, il suffit d'aller dans View et de décocher Show Cursor. Et là, on ne la voit plus. Donc, on a notre courbe animée Z, mais on a également une courbe verte et une courbe rouge. Ces courbes correspondent aux axes X et Y. J'ai fait une animation de rotation de 360 degrés par rapport à l'axe Z. Sauf que lorsque tu crées une image clé, comme je t'ai montré, en appuyant sur I en survolant les valeurs de rotation, tu crées une image clé pour tous les axes. Et ça, c'est pareil pour les déplacements et l'échelle. Alors, en soi, c'est pas gênant, c'est juste qu'on a deux courbes supplémentaires ici, ce qui visuellement peut être un peu perturbant si tu veux travailler sur ton graph editor. Donc pour éviter ça, tu as plusieurs options. Soit tu viens ici masquer les axes dont tu n'as pas besoin, soit tu les supprimes en cliquant sur X, ou alors j'aurais pu créer mon animation en venant dans les propriétés de l'objet, dedans je retrouve les mêmes paramètres que dans la fenêtre N, et j'aurais pu, en cliquant sur le petit point blanc, créer une image clé de cette manière. Donc j'aurais pu créer mon animation de rotation comme ça, en ne cliquant que sur l'axe Z. Ok, parfait. Du coup, dans mon graph editor, il ne me reste plus que la courbe qui m'intéresse. Si j'essaie de cliquer dessus, je ne vais pas réussir à la sélectionner. Pour pouvoir la sélectionner, il faut que tu cliques sur les deux images clés que j'ai créées. Ces images clés, je peux d'ailleurs les déplacer pour les positionner où je veux, de la même manière que notre timeline. Du coup, la raison pour laquelle on a une animation progressive est due à la forme de notre courbe. Au niveau de chaque image clé, tu as des points qui te permettent de modifier ta courbe. Ce qui va avoir pour conséquence de modifier la manière dont réagit ton animation. Et alors, tu peux faire ce que tu veux, et créer une animation beaucoup plus intéressante. Si je descends ma courbe en dessous de 0, alors du coup c'est moins visible vu que j'ai plus mon curseur, mais si je l'affiche à nouveau, je vois bien ce que je fais. Donc si je descends ma courbe en dessous de 0, je crée des valeurs inférieures, ce qui peut donner un effet de style. Parfois on a envie que notre animation soit constante, du début jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas d'accélération ou de décélération. Pour ça, il faut que tu sélectionnes tes deux images clés, que tu te rendes au niveau de Key dans la fenêtre Interpolation Mode et que tu choisisses Linéaire. Cette fenêtre, tu peux aussi l'afficher en appuyant sur T. Et donc là, j'ai une ligne toute droite qui est créée entre mes images clés, ce qui me permet d'avoir une animation constante.
Sachant que ça, j'aurais pu le faire en étant sur la fenêtre Timeline, en sélectionnant mes deux images clés et en cliquant sur T. Donc voilà pour une approche de l'animation sur Blender. En comprenant ça, tu as tous les fondamentaux pour pouvoir animer tes scènes. Ok, du coup, moi je te propose qu'on revienne sur le croissant pour commencer l'animation. Déjà, la première chose que je vais faire, c'est définir le nombre de frames que je veux pour mon animation. Dans mon cas, je ne vais pas dépasser les 160 frames. Garde à l'esprit que plus tu as une animation qui est longue, et plus tu vas avoir d'images à exporter. Pour ce qui est du nombre d'images par seconde, je garde la valeur par défaut à 24. Ok. Donc pour l'animation, j'ai envie de faire un mouvement de caméra qui se rapproche au fur et à mesure de la vidéo. J'affiche ma caméra et je la sélectionne. Ensuite, je la décale sur Y, à peu près comme ceci. Donc ça va être ma position finale. Cette position, je veux que ma caméra, elle l'atteigne à la frame 140. Du coup, mon curseur, je le place à la frame 140 et j'appuie sur I au niveau de mes valeurs de localisation. Ça me crée des images clés pour les axes X et Z, mais honnêtement, dans ce cas-là, ça n'a pas d'importance. Ensuite, je place mon curseur à la frame 1 et je déplace ma caméra à peu près comme ça. Puis j'appuie sur I. Ensuite, en ayant sélectionné mes deux images clés, je clique sur T et sur linéaire. Et là, j'ai une chouette animation de ma caméra. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est donner l'impression que notre croissant cuit. Donc pour ça, il va falloir que je modifie sa forme, en utilisant justement les images clés. Pour pas perdre mon organisation de travail, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre sur l'espace de travail modeling. Ça sera plus simple. Je n'ai besoin que de mon croissant, donc je masque tous les autres objets. Et à mon croissant, je vais lui appliquer son modifieur multi-résolution, autrement je ne vais pas pouvoir faire ce qui va suivre. Donc pour l'appliquer, il faut être en mode objet, et il me suffit de faire CTRL A en le survolant. Ok, maintenant l'idée c'est de créer deux états à notre croissant. Son état final, donc comme il est maintenant, et son état avant la cuisson, donc plus petit avec moins de détails. Pour ça, il faut se rendre dans les propriétés de l'objet. Ici, tu as une rubrique Shape Keys. Je ne vais pas entrer dans le détail des Shape Keys, mais en gros, c'est une fonctionnalité qui est utilisée pour l'animation, notamment l'animation organique. Donc c'est parfait dans notre cas. Pour pouvoir l'utiliser, on appuie sur plus. Basis correspond à notre base, à notre forme finale. Donc il ne faut surtout pas modifier notre objet en ayant sélectionné Basis. Il faut à nouveau cliquer sur plus, ce qui nous crée une Key One. Cette Shape Key, elle a une valeur qui est par défaut sur 0. 0, ça correspond à notre forme finale. Si je me mets en mode sculpting, que je prends l'outil Smooth et que j'essaie de sculpter mon objet, ça ne fonctionne pas, parce que la valeur de 0 ne peut pas correspondre à autre chose qu'à notre base. Par contre, si j'augmente la valeur, imaginons à 0,4, que je sculpte mon objet, je modifie sa forme. Et donc ce qui est super, c'est que maintenant, entre 0,4 et 0, j'ai une transformation de mon croissant pour atteindre sa forme d'origine. C'est exactement ce qu'on veut. Par contre, la petite subtilité, c'est que maintenant, si je dépasse la valeur de 0,4, Blender génère automatiquement une transformation jusqu'à la valeur 1, en suivant les modifications de sculpting que j'ai fait. Le problème, c'est que ça peut créer des résultats pas forcément voulus. Donc pour éviter ça, je peux supprimer ma shape key en cliquant sur moins, en créer à nouveau une et me mettre sur la valeur de 1 pour faire mes modifications. Et alors là, si je déplace la valeur entre 0 et 1, j'ai un effet d'animation très intéressant qui est contrôlé sans risque de faire quelque chose qui ne convient pas. Donc voilà comment on crée notre effet de cuisson pour le croissant. Je vais juste reprendre le sculpting pour créer quelque chose de plus sympa. Oublie pas d'activer l'option mirror sur X pour gagner du temps. Et je vais sculpter derrière pour bien aplatir le tout. Ce que tu peux faire aussi, c'est avec l'outil Crease, créer des sortes de lignes à l'endroit où se forment nos creux, pour donner une impression plus naturelle que nos creux se sont formés parce qu'il y avait une déformation à l'origine. N'hésite pas en restant appuyé sur Shift à nouveau à adoucir si l'effet est trop fort. Voilà, comme ça c'est pas trop mal. Donc je reviens sur mon layout et je vais animer ma shape keys. Pour l'animer, c'est super simple. On a créé un déplacement de notre caméra entre la frame 1 et 140. Du coup, on va faire la même chose avec notre croissant. Je place mon curseur à la frame 1 au niveau de mes propriétés et du shape keys. Je survole la valeur à 1 et j'appuie sur I. Maintenant, je vais à la frame 140, je mets la valeur à 0 et j'appuie sur I. Et voilà, donc là j'ai une animation de mon croissant qui est plutôt cool. Pour ma part, je vais laisser l'animation par défaut, mais si tu veux modifier la courbe, tu sais comment faire.
Maintenant, le seul problème qu'on a, c'est que j'ai un croissant qui est étrangement cuit dès le début, ce qui n'est pas logique. On devrait avoir un changement de texture. Bon bah, il va falloir créer ce changement de texture. Je passe en mode Shader Editor. Ensuite, je crée un nouveau Principal BSDF. Ce shader va donc être responsable de notre texture avant qu'elle soit cuite. Je change la couleur pour quelque chose d'un peu jaune-orange, un peu pâle, histoire d'avoir quelque chose qui ressemble à une pâte pas cuite. Parfait. Alors je pourrais créer plus de détails pour avoir une texture plus travaillée, mais on a déjà fait pas mal de choses, donc je vais rester simple pour le coup, et garder les paramètres par défaut. Maintenant, on va mixer les deux textures. Pour ça, on va ajouter un mix shader. Ce node nous permet tout simplement de mixer deux shaders ensemble, donc typiquement, comme on a deux principal BSDF, c'est tout à fait adapté. Ce mix shader, il a une valeur de factor, exactement le même paramètre qu'on avait sur nos mix shaders. Cette valeur de factor, quand elle est à 0, elle nous permet d'utiliser le shader du dessus, en l'occurrence, dans notre cas, le shader responsable de ma texture avant cuisson. Quand elle est à 1, j'ai mon shader du dessous, responsable de ma texture après cuisson. Bien évidemment, si j'avais inversé l'ordre des shaders, j'aurais eu l'inverse. Donc pour l'animer, c'est toujours pareil. Je me place au niveau de la frame 1, je mets la valeur de 0 à mon mix shader et en la survolant, j'appuie sur I. Et ensuite, je vais placer le curseur, alors pas à la frame 140, mais à la frame 120 cette fois-ci, pour créer un petit décalage. Et je mets la valeur de 1 et j'appuie sur I. Et donc ça fonctionne. On a notre animation de croissant. Pour résumer ce qu'on a vu durant cette vidéo, pour créer des animations, c'est très simple. Il faut comprendre qu'une animation est une succession d'images, on crée des images clés à des moments précis, et Blender crée automatiquement les images intermédiaires. Pour le faire, il suffit de survoler le paramètre qu'on veut animer et appuyer sur I, sachant qu'on peut quasiment tout animer. Par défaut, l'animation est jouée en suivant une courbe. Cette courbe, on peut la modifier manuellement dans le Graph Editor, ou même créer une ligne stricte qui crée une animation constante. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer des effets animés qui rendent plus vivant notre animation.